Salam alaikum, donc je suis avec mon frère Soussi D'accord, c'est Rahmatullah. et mon ami de longue date. On va parler aujourd'hui de notre expérience dans la tariqa Karkaria. Donc ça fait bientôt 10 Presque ans pour 10 nous deux, ans, ouais, hein. Ça fait c'est ça. presque 10 ans pour nous Ouais. deux. Et voilà, donc l'idée c'est ça. L'idée c'est beaucoup de gens en réalité se posent la question eh, c'est quoi la tariqa Karkaria, etc. Nous on a eu des profils où chacun de notre côté on a réussi à faire des choses. Moi dans le foot, toi aujourd'hui tu es influenceur sur TikTok. Donc les gens se disent mais comment des gens comme ça ils peuvent être dans une tariqa avec des controverses. On va en discuter tranquillement. Et je propose déjà qu'on commence par se présenter parce qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas. C'est vrai. Donc honneur aux anciens. Bah, si c'est honneur ancien, t'as quelques mois de plus que moi. Bismillah, t'as quelques mois de plus que moi. Alors voilà, moi c'est Samy, j'ai 38 ans. Donc je suis originaire de Villeneuve-la-Garenne dans le 92. J'ai grandi en France. Je suis d'origine tunisienne et marocaine. Donc alhamdoulilah, grâce à Dieu. Voilà, j'ai connu la Talekam en 2014. Ouais. J'ai commencé à connaître en 2014 et je l'ai intégré en 2015. Voilà, moi j'ai fait une école de commerce, donc classique, grande école. J'ai été diplômé en 2012, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai été diplômé en 2012 en finance. Voilà, je me suis spécialisé en finance. J'ai travaillé chez Valeo, qui est l'un des plus grands groupes industriels automobiles du monde. J'ai été dans la Tour d'Ivoire, donc j'ai vu en fait les coulisses des grandes boîtes dès le début en fait, parce que je travaillais avec le CODIR, tout ça, etc. Donc c'était une super expérience. À l'époque, moi j'étais au reporting financier, donc avec l'équipe de finance de Valeo, Ouais. on gérait, je crois, 400 millions de chiffre d'affaires sur un chiffre d'affaires global de 3 milliards. Donc, tu apprends des trucs, c'est Ouais. super intéressant. Et après, moi, j'ai été dans l'associatif, j'ai toujours été militant. Donc, j'ai fait beaucoup d'animation au départ, ça m'a donné une vocation, j'ai voulu aider, tu vois. Et j'ai créé une asso qui s'appelait Access, avec lesquels on a aidé énormément de monde à trouver du travail, à sortir de prison, comment dire, s'assimiler dans la société en boostant leurs études, en créant du réseau. Et en même temps, on a montré un peu l'efficacité de notre modèle à travers un club de foot. On a créé un club de futsal, en fait, parce qu'il voilà, n'y a pas de club de futsal dans la C'est ça ville. le vrai, c'est ça. Ça a été la C'est ça, vitrine. ouais, Ça a été exactement. la vitrine. Parce qu'il y a une double facette sur ce projet-là. C'est Ouais. qu'il y a il y a une facette qui est très islamique, qui est une sorte de cercle vertueux, de faire en sorte que les gens qui réussissent dans les quartiers populaires et qui sont diplômés, qui ont du réseau, bah, qui puissent derrière apporter ce qu'ils ont réussi et en faire profiter leur quartier et la source desquels ils viennent. Il y a cette partie-là. Et l'autre partie qui est le gros projet par lequel tu as été connu à travers la France et des articles de presse, notamment sur toi, c'est le fait que tu aies créé un club qui soit un club de quartier et qu'en 5 ans, tu as amené ce club de quartier à une demi-finale de Coupe d'Europe de futsal avec dans les rangs un joueur ballon d'or de futsal, Ricardinho, avec des joueurs de l'équipe de France, de l'équipe du Maroc, Colombie, Mm. etc. Et je pense que c'est ça le vrai fait d'armes pour lequel, pour Bah, le... pour le grand public, c'est ça Ouais. qui est impressionnant. Mais pour moi, en réalité, c'était juste de la vitrine. Moi, mon projet de base, c'était vraiment un projet de fond. On se disait, moi, je me disais à l'époque, avec les gens qui étaient autour de moi, dont toi, tu Mmh. étais très proche aussi de moi dans ce projet-là, on se disait, en fait, on veut vraiment que les quartiers passent on va dire, d'un rapport avec le politique, d'assistanat, ils sont en galère, on va les La aider, victimisation, on tout va ça. les Ouais, occuper. ouais, C'est mieux qu'ils soient sur le terrain de foot, qu'ils soient dans le hall, etc. Nous, on a voulu ouais. casser ce truc-là en disant non, on est capable nous-mêmes aussi de contribuer au marketing du pays, à faire bouger les trucs, à Ouais. représenter la France au plus haut niveau, etc. Et le futsal, c'était justement ce truc-là. En fait. Et c'était très intéressant. Et c'est d'ailleurs très lié à mon cheminement spirituel, parce que comment l'idée de créer cette association-là m'est venue. Elle m'est venue du fait qu'à l'époque, j'étais disciple d'une autre tariqa. Et j'étais assez proche de l'un des maîtres, en tout cas, de Ouais. cette tariqa-là, cette tariqa Boutchichia. Et du coup, à l'époque, on m'avait demandé de créer une association parce que le faqir, il devait être inséré dans la société, utile et tout. Donc j'avais cette nia-là de relier ça à mon cheminement Mmh. spirituel. Mais elle a explosé à la Karkaria, en fait. Et Mmh. donc, Ah, mais exposer tout, et à la fin, une fois que tout voilà, a été fait. c'est ça. Non, quand elle a explosé, elle s'est fait connaître. Ah, ouais, dans Il y a ce eu un sens-là. gros boom. Ouais. Il y a eu un gros boom. J'en parlerai peut-être plus tard dans la carrière. Et du coup c'était intéressant. Voilà. Donc, en gros, mon profil, ça a été ça. Donc, il y a des gens qui ont suivi, d'autres qui n'ont pas suivi. D'ailleurs, il y a une série qui parle très bien de ça sur Canal+, qui s'appelle Futsal Social Club, qui retrace un peu le parcours de ce truc-là. Mais voilà. Donc, moi, grosso modo, c'est un peu ce que j'ai fait.
Donc, et toi, du coup, Moi, c'est Mohamed. Donc, comme tu as dit, je suis sur TikTok. Donc, Souci, c'est du cher qui m'a adossé de ce surnom. À l'époque, je l'avais sur ce Facebook. sobriquet. Ce sobriquet, à l'époque, je l'avais sur Facebook. Donc, quand je suis rentré dans Tariqa, les gens, il a dit oui, que c'est comment il s'appelle. Les gens lui ont dit ouais. Sur son Facebook, il est marqué Mohamed Souci. Et du coup, j'ai gardé ce surnom parce que si Richard m'appelait T'as comme ça, tamponné. m'a tamponné Souci. Donc, Souci, pour ceux qui ne savent pas, c'est la région du Souss, donc la région du Maroc, la région d'Agadir, la région du sud du Maroc ou du milieu du Maroc, donc la région Amazigh. Donc, à l'époque, je pense que j'étais le premier ou le seul chouh de la Tariqa à l'époque. Donc, Mohamed Souci, de mon vrai nom Ouresh. Je suis, comme toi, diplômé d'une école de commerce, tout en financement et marketing, 2012, toujours, même promo. Par la suite, j'ai travaillé chez Eurosport, je travaillais chez Enedis en tant que chef de projet digital. Chez Eurosport, par rapport aux applications Eurosport. Donc, il y avait Eurosport, il y avait Rugby Rama, etc. Les applications diffusées sur 13 millions d'utilisateurs que je devais gérer à l'époque, jusqu'en 2017. Et puis, c'est là où je t'ai rejoint sur ce projet-là, après être entré dans la Tariqa d'ailleurs, où moi, le monde du salariat m'avait fatigué, j'avais fait le tour. Et vraiment, moi, je voyais ça comme de l'esclavage moderne, c'est-à-dire que pour demander tes congés, tu dois demander l'autorisation à un chef. Tu as un salaire qui est restreint. À l'époque, j'étais consultant, donc on me vendait une entreprise beaucoup plus cher que ce que moi je touchais. Donc, c'était vraiment de l'esclavage pour le coup. Et vraiment, en plus, je voyais vraiment à terme, j'ai vraiment vu le salariat comme l'esclavage. On te donne de l'argent pour que tu puisses payer tes factures, payer ta nourriture, un peu avoir du bon temps. Mais c'est l'esclavage moderne. Au lieu de que tu sois possédé par quelqu'un et que ce quelqu'un te nourrisse, te loge, et bien en gros, il te nourrit pas, il te loge, mais il te donne juste les moyens de te nourrir, de te loger. Donc c'est vraiment ça. Après, il y a un énorme respect à tous ceux qui travaillent aussi, qui sont salariés, Oui, qui bossent à l'usine, qui on l'a galèrent. été, on l'a été, Donc, bien sûr. c'est pas une critique de ces gens-là, mais du système. C'est une critique du système du salariat que moi, j'ai perçu comme ça dans mon cheminement à moi, on va dire, professionnel, où j'ai perçu le salariat, les limites du salariat, à partir du moment où j'ai vendu mes heures de travail, mes 40 heures de travail par semaine, et qu'elle me donnait une rémunération en échange, et que cette rémunération, par rapport à ce que j'apportais dans la boîte, je considérais que c'était pas ce que ça valait, entre guillemets. Donc, à ce moment-là, je t'ai rejoint sur ce projet-là d'Access. Donc, c'était en 2015. Et voilà. Et en dehors de ça, effectivement, je suis on va dire un TikToker. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Ou je suis en tout cas quelqu'un qui fait des vidéos sur Internet. Des vidéos positif influenceur. Des vidéos notamment sur le Maroc, sur l'histoire également, l'histoire du Maroc, parce que j'estime que les Marocains de France, puisque le public que je vis, ce sont des Marocains de France, j'estime que les Marocains de France n'ont pas de culture véritable de leur pays d'origine. Ils ne connaissent pas son histoire. Lorsqu'ils vont au Maroc, pour eux, ils vont au Bled. Et ils vont parfois ils vont à Fès ou à Marrakech, ils rentrent dans la Médina. Pour eux, c'est juste des remparts en terre cuite, alors que ça a une histoire parfois de 10 siècles, de 12 siècles, etc. Donc, moi, j'ai eu envie sur les réseaux sociaux de transmettre cette histoire du Maroc, cette culture du Maroc, et puis faire en sorte que les Marocains aient conscience de l'héritage millénaire qui est celui de leur pays. Donc ça, je pense, c'est pour T'es suivi par combien de personnes sur TikTok? Sur TikTok, 132 000, quelque chose comme ça, et sur Insta, par 7 000 ou 8 000. Il faut te suivre sur Instagram. Là. Les gars, suivez-moi sur Instagram et sur YouTube aussi. Et j'ai lancé la chaîne YouTube, sur YouTube également. Mais effectivement, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur TikTok. Et donc, on en arrive du coup, ça c'est le contexte. Et c'est intéressant, en fait, je trouve c'est intéressant de rappeler ce contexte parce que en fait, il y a deux angles de vue des gens par rapport à la Tariqa Kalkalia. Les proches des Fouqara, leurs familles, leurs amis, ils n'ont pas la même vision de la Tariqa Kalkalia que des gens qui n'ont aucun lien avec la Tariqa Kalkalia. C'est-à-dire que les gens qui nous découvrent sur Internet ou qui voient les nombreuses rumeurs ou les calomnies qui circulent sur Internet, ces gens-là, ils ont une image du point de vue des calomnies qu'ils ont reçues, effectivement, et c'est logique. Mais les gens qui ont côtoyé les Fouqara, eux, non, ils savent à quoi ça correspond. Et je vais donner une anecdote que je t'avais déjà racontée, mais je trouve elle est vraiment symptomatique de ça. Donc, c'est l'anecdote par rapport à mon frère. Donc, mon frère, il me voit dans la Tariqa, il me connaît. Tu vois, c'est laquelle? Elle est exceptionnelle, cette anecdote. Donc, le mec, il me voit, il me connaît, je suis son frère. Il sait très bien comment je suis, il sait très bien que, contrairement à ce que pensent certains, on n'est pas des illuminés. Au contraire, on a la tête sur les épaules. Comme on vient de le dire juste là, on est inséré socialement à tous les niveaux.
On est mariés, on a des enfants, donc on est totalement insérés. Et mon frère, donc, il parlait il a rencontré quelqu'un, il discutait avec cette personne-là. Cette personne-là lui dit, oui, moi je suis soufi, je suis dans une tariqa, on va pas la citer parce que c'est pas intéressant. Mais non, il lui dit, ah bah je connais, mon frère aussi, il est dans une voie soufie. Elle lui dit, oui, laquelle? Il lui dit, la Karkaria. Elle lui répond, ah, fais attention, mon cher m'a dit que c'était que des sorciers. C'était tous des sorciers, ils faisaient du sihr. Il faut faire hyper attention. Ils travaillent avec des chayatines, etc. Mon frère, il était choqué. Il a dit, mais t'es malade de dire ça. Il dit, il y a mon frère dedans, il y a ma soeur dedans, il y a ma mère. Et j'ai mon beau-frère. T'es malade. Comment tu peux dire de gens comme ça, c'est des sorciers? Elle dit, c'est mon cher qui m'a dit. Je sais pas. Donc ça donne déjà une idée du cher en question. Mais c'est intéressant parce que cette personne-là, elle ne connaît pas, elle n'a jamais rencontré de Fakir ou de Fakira. Elle a juste entendu des on-dit. Et c'est ça pour la majorité des gens. C'est pour ça que la majorité des gens là. C'est plus facile à croire bien une sûr. rumeur qui dénigre quelqu'un que de croire que les gens puissent être bons. Et c'est marrant parce que quand tu regardes un peu qu'est-ce que ça traduit dans la réalité des gens, c'est qu'ils ont plus de facilité à croire qu'ils sont bons et que les autres sont mauvais plutôt que le contraire. Alors que l'enfer est rempli en fait. Il est rempli de qui? Au final, quand tu écoutes les gens, c'est toujours pas lui qui sera, c'est toujours l'autre. les autres. Mais il faut bien que c'est parce que la vérité elle est subjective. Les gens ont la vérité, donc ils estiment que c'est eux qui sont dans le vrai. Et donc, quel que soit, les chrétiens sont persuadés que eux sont dans le vrai, les autres sont dans le faux, les juifs, les musulmans, etc. Et donc c'est pareil dans la communauté musulmane. Les salafis sont persuadés qu'eux sont dans le haqq et les autres sont dans le batil. Les soufis, toutes les tolours, etc. Donc c'est logique. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, les gens, et c'est ça, moi je trouve ça, franchement, c'est quelque chose, c'est l'une des choses les plus incroyables dans la tariqa qui nous est donnée d'être goûtée. C'est en fait donner l'illusion de. En fait, à travers ce vêtement qu'on porte là, on a donné nos parcours. Donc ce sont des parcours qui sont des parcours de gens qui ont réussi. C'est incroyable le pouvoir d'un vêtement. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, les gens s'arrêtent à une image et ils essentialisent la personne en fonction de ce que ça veut. Et même l'image en soi, elle n'est pas négative. Certes, elle est un peu, on va dire, extravagante, mais elle n'est pas négative. Tu sais que moi, je le vois sur TikTok. Par exemple, les gens, ils se font une image de la Karkaria. Quand ils découvrent, parce que moi, je ne le cache pas, les gens savent, il y a plein de voix, de gens qui font des mises en garde contre moi, etc. Sauf que moi, je n'ai pas un public de gens religieux, salafis ou autres, un public très de Marocains, de toutes tendances confondues. Donc, ils s'en fichent, ils ne sont pas là pour ça. Ils ne me suivent pas pour ça. Ils me suivent pour un autre contenu. Et donc, t'as des gens, moi, qui mettent en commentaire « Ah, c'est dommage que tu sois Karkari parce que je t'aime bien. » Donc, c'est-à-dire que les gens... Pas l'inverse. Ah, mais finalement, il est Karkari. Donc comme je l'aime bien, c'est peut-être pas quelque chose de négatif. Ouais, c'est ça. Mais non. C'est ça. Et les gens, ça, c'est fascinant. Moi, je trouve vraiment que c'est un des trucs les plus fascinants. Parce que là, on vient de donner notre parcours. Les gens, si tu donnes pas ton parcours, ils voient juste ça, ils disent « Ah, c'est des arlequins. Ah, c'est des gens sectaires. C'est des gens qui ont été embrigadés dans une secte avec un gourou. Des gens. Alors que dans la tariqa, tu retrouves toute la société française ou même marocaine ou de n'importe quel pays. Tu trouves des étudiants, tu trouves des chômeurs, tu trouves des médecins, des architectes, des avocats. Des gens perchés, tu trouves des gens des majdoubs, exactement. La tête sur les épaules. Des gens très rationnels, des gens complètement perchés. Tu trouves de tout. Tu as toute la composition sociologique de la France ou d'un autre pays que tu retrouves. En fait, c'est une représentation miniature d'une société classique. Et les gens, ils essentialisent le tout à 2-3 vidéos qu'ils ont vues. Ils ont la hadra aussi, ça hadra fait flipper les gens, ça. Ou la hadra, exactement, ça fait flipper les gens. Mais c'est ce que moi au début dans la voie quand je suis entré, c'est ce que je disais subhanallah, moi j'ai jamais vu ça parce que faut être clair, nous dans la tariqa, avant que la tariqa quelle arrive, les groupes ou les voix soufis, elles cachaient ça, elles en parlaient pas. Elles le cachaient, elles en parlaient pas. La tariqa Kalkalia, elle n'a rien à cacher. C'est aussi une de ses particularités, c'est qu'elle montre tout. Par exemple, il y a des vidéos ou des photos du cher avec de l'argent où il est en train de récolter. Et elle s'est montrée, c'est en direct. Les gens le prennent, regardez le cher, il amasse de l'argent, alors que pas du tout. Et elle montre tout. Et les tolours, maintenant, j'ai remarqué moi que maintenant qu'elles montrent leur hadra aussi, elles commencent à... Oui, moi j'ai eu la chance d'avoir une expérience dans une autre tariqa. Ouais. Et ce que je trouve relativement intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont dans des tolours, qui sont soufis et qui sont critiques par rapport à la Karkaria. 100%. Et je le dis, 100%. Ce qu'on fait dans la Karkaria existe dans la tariqa que j'ai fait avant. Tout ce qu'on fait, ils l'ont aussi. Sauf les vêtements. Oui, à part la muraqa. La muraqa, elle existe dans d'autres tolours. Enfin, d'une autre manière, mais voilà, je crois que c'est les baïfal. Les Mourisdines et tout, au Sénégal. Donc, dans une autre culture, mais la muraqa, elle est issue aussi de la tradition du maître, entre guillemets.
c'est Abdel Nachi, je pense, qui portait la muraqa. Ou c'est même Cheikh Bouzidi, Darqawi, Ibn Ajiba. Exactement, donc ça dépend de la culture. Mais entre guillemets, tout ce qu'on fait, le wird, la hadra, le hal, le secret, les visions, même les visions dans la Kakaria, c'est le cœur du cheminement parce que sans vision, il n'y a pas de marifa. Ouais. Donc, c'est par la vision que tu accèdes à la connaissance de Dieu. Mais dans les autres turuq, même si ce n'est pas uniformisé et que tout le monde n'a pas accès à ça, il y a plein de gens qui racontent leur vision, qui racontent leur mushahada, leurs rêves. Et moi, j'en suis témoin parce que dans la tariqa où j'étais avant, c'était courant de ouf. Et c'est marrant, c'est quand les gens l'ont vu dans la Karkaria assumer, les autres ont commencé à faire un pas en arrière. Ouais, non, mais eux, ils sont bizarres, nous, c'est pas nous, tout. Mais mec, tu fais la même chose que nous. Genre, n'est pas de visage. Et le même visage, en fait. C'est la même chose. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une mauvaise image, mais elle a été construite par la tariqa. Ouais. Ça, les gens ne savent pas. La tariqa, pendant 10 ans, a fait une communication qu'on appelait de filtre. En fait, quand on voulait faire des trucs bien, on nous disait, mais non, c'est pas la peine et tout. C'est pas ça, le truc. C'est un djihad d'abord pour soi. En fait, les gens communiquaient en djihad nefs. Je fais une vidéo, mais j'ai honte, j'ai pas envie de la faire. Donc, comme j'ai pas envie de la faire, comme j'ai honte, ça veut dire que j'ai de l'hypocrisie en moi, donc je vais la faire. Donc, c'était pas du tout une communication faite pour attirer les gens. C'était justement pour filtrer, pour qu'il n'y ait uniquement ceux qui sont intéressés par le cœur de ce que la tariqa propose, pas par la forme. Viennent. Ouais. Ceux qui sont bloqués par la forme, ils pourront pas cheminer vers la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, elle nécessite de briser tous les voiles de forme. Et c'est ça, en fait, la marifa. Si toi, déjà, tu es bloqué parce que tu as vu une darbala avec 8 couleurs, comment tu vas accepter le fait que tout ce qui est, entre guillemets, limité, formé, est illusion? Comment tu peux l'accepter si tu n'arrives même pas à dépasser un vêtement? En plus, le vêtement, tu le portes occasionnellement. Donc, c'est pas comme si tu étais obligé de quitter ton boulot, etc. Dans la vie quotidienne, on est tous habillés normalement, on travaille tous. Mais du coup, les gens qui sont restés bloqués là-dessus, au lieu de se dire j'ai un problème, moi, autour de mon image, je suis trop attaché aux formes, il faut que je travaille, il faut que je chemine pour dépasser ça, ils ont rejeté la Kakaria. Non, c'est bizarre, etc. Maintenant, c'est aussi le truc. Là, on est peut-être dans une nouvelle phase où peut-être que c'est un peu plus institutionnel aujourd'hui. Le shir aussi est beaucoup plus institutionnel aujourd'hui qu'hier, parce qu'à l'époque, il était non protocolaire. L'argent, franchement, pendant 15 ans, je pense qu'il n'était même pas question d'argent, parce que la tariqa a commencé en 2007 quand même. Il n'était même pas question d'argent, en fait. Le shir travaillait, mettait son argent au service des fuqara. Donc là, maintenant qu'il y a du monde et qu'il faut construire, et qu'il faut accueillir, et qu'il faut nourrir, oui, maintenant, il y a une notion d'argent qui s'est incorporée au cheminement, mais qui est franchement secondaire, et en plus de ça, qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas imposé aux disciples. Et c'est intéressant, en fait, de voir cette différence de perception, cette différence de réalité, c'est-à-dire je l'accepte, et moi j'étais un ancien disciple d'une autre tariqa, donc l'argent dans l'autre tariqa, ça fusait, en fait, ça dérangeait personne, et c'était très bien. C'était des gens en font meilleur usage que nous. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec mon surplus? Je vais peut-être aller en vacances, m'acheter des conneries, peut-être, voilà, c'est pas forcément le truc. Eux, ils vont construire des universités, aider des pauvres, etc. Donc la notion d'argent, elle est même islamique, avec la zakat, avec sadaqa, avec le khumous, qui est un concept islamique. Toutes ces choses-là étaient déjà au temps du prophète et sont une notion qui existe partout. Maintenant, effectivement, gare aux dérives, parce que souvent, c'est l'apport des dérives, et après, on en parlera peut-être à la fin sur toutes les accusations qu'il peut avoir à Tariqa. On en discutera rapidement. Mais bon, après, c'est passionnant. Effectivement, c'est intéressant ce que vous avez dit par rapport aux formes, parce que en fait, le cœur de la tariqa Kalkiria, c'est exactement ça. C'est le fait que tu veux accéder à la connaissance d'Allah, donc tu veux accéder à l'incréé, à celui qui n'a ni forme, ni couleur, qui n'est pas du domaine de la création, et tu veux y accéder, mais ce qui t'empêche, c'est la création. Mais justement, cette création-là, c'est un voile que tu es censé dépasser dans la tariqa. La tariqa, tu es censé atteindre un maqam dans lequel Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Ar-Rahman, Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur cette terre est fana, est anéanti, est illusion, et il ne reste que le visage de ton Seigneur plein de noblesse et de majesté. Et c'est ça, en fait. Et ce vêtement, c'est le symbole, c'est un des symboles, parce qu'il a énormément de symboles. Ce vêtement, il est passionnant parce on peut en parler pendant des heures et des heures. Il y a vraiment, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Déjà, juste le fait qu'il
il n'y a pas deux disciples qui ont la même muraqa, parce que les carreaux, les couleurs, les tailles ne sont pas disposés, en fait, sont faites individuellement. C'est comment un vêtement qui uniformise une confrérie et en même temps unique pour chacun. Ouais, individualise chacun. En fait, c'est le symbole c'est le symbole de la création en réalité. Comment des créations différentes unifient ou rassemblent l'existence d'un seul Dieu. Mais en fait, c'est pour ça que c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que, en fait, on pourrait renvoyer ça à la nefs. C'est comme si chaque muraqa représentait une nefs. Chacune de nos nefs, dans le fond, c'est la même. Elles viennent de la même source. Nous avons créé d'une seule nefs. Cette nefs-là unique, elle donne des personnalités différentes. Mais ces personnalités différentes, elles ont une même source, un même asl. Et la muraqa, c'est pareil. Elles se ressemblent plus ou moins de loin, mais quand tu regardes dans le détail, eh bien, on voit les traits de personnalité, on voit les différences de chacune par rapport à ça. Mais moi, j'arrive à reconnaître les gens par leur muraqa. Ah, moi aussi, moi je veux le muraqa. Je sais que c'est un muraqa d'un tel. Ouais, exactement. C'est ouf, ça. Pareil, tu la vois sur un canapé, tu sais qu'elle est. Ça, c'est incroyable. Donc là, maintenant, on va parler un peu plus, je pense, de comment on est rentré. Tout à fait. Ouais. Je pense que c'est le volet important. Moi, de mon côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été faqir pendant 5 ans dans une autre tariqa, donc voilà, avec des hauts, des bas, mais un cheminement. Donc ça m'a permis vraiment de me familiariser avec le soufisme. Moi d'ailleurs, quasiment toute ma famille était là-dedans. Donc ça m'a permis justement de comprendre cette chose-là. En plus, le soufisme, il faut savoir un truc, c'est hyper maghrébin. Maroc, Tunisie, Algérie, dans les constitutions des pays, dans l'islam des pays, la voie soufie est ancrée en fait. Donc c'est pas du tout... C'est financé, c'est subventionné, c'est soutenu. Pas considéré comme déviant, c'est historique, c'est l'islam sunnite traditionnel. Il faut savoir que le soufisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est par définition la voie d'élite spirituelle. Je ne parle pas d'élite sociale, je parle pas de... Spirituellement, c'est les gens qui vont dépasser, entre guillemets, ce que la charia impose, c'est-à-dire les règles, qui vont dépasser ce que la foi et la croyance imposent, c'est-à-dire l'aql, pour essayer d'arriver à la connaissance par le goût, par l'expérience, par ces choses-là. Donc, c'est une élite spirituelle, ce n'est pas forcément une élite sociale. Il y a des gens qui sont dans le soufisme qui sont pécheurs. D'ailleurs, un disciple est pécheur par nature, donc il s'éduque à transformer ce péché-là. Il est là pour comprendre pourquoi ce péché-là est en lui et comment le dépasser, etc. C'est comme ça qu'il se purifie, et ça jusqu'à toute sa vie. Donc tu peux voir bien sûr de tout dans les disciples, et surtout, et nous on le sait parce qu'on se connaissait avant, tu vois l'évolution des disciples, elle est incroyable. Moi, je t'ai connu avant la tariqa, t'es pas du tout le même mec qu'aujourd'hui, mais pas du tout. Mais je peux en témoigner 10 fois. Et moi-même, j'étais pas du tout le même mec. Et les gens, des fois, ils disent, t'as changé. Mais non, en fait, j'évolue par rapport à mon éducation. Et chaque période de mon éducation fait que j'évolue. Donc voilà, donc moi, après, quand j'ai connu la tariqa Karkaria, en fait, elle présentait ce que j'ai appris dans le soufisme classique, c'est-à-dire dans mon expérience avec l'autre tariqa, mais avec la réalisation garantie. Dans ma première expérience dans le soufisme, la réalisation était au bon vouloir, ou plutôt au destin de chacun. Voilà. Tu cheminais, tu devais faire beaucoup de digues, tu devais faire beaucoup de choses. Et un jour, on te disait, Inch'Allah, peut-être que... Je vais te donner carrément ce qu'on disait. On disait, en fait, c'est comme la terre. Tu creuses, il y en a, ils vont trouver l'eau tout de suite. Il y en a, ils vont devoir creuser beaucoup pour trouver l'eau. Chacun selon son truc et tout ça. C'est très bien, pas de souci. Mais moi, je trouve que ça, c'est plus l'islam. C'est plus l'islam qui renvoie à ça. Pourquoi ? Parce que l'islam, effectivement... Quand tu parles d'islam, tu parles du degré de l'islam. Oui, je parle du degré du premier degré d'islam. Je parle du degré de la pratique des règles, des us et coutumes, des hasanats, de la loi islamique, voilà. du droit islam. Dans le cadre de l'islam, effectivement, il faut être patient parce que tes œuvres, elles ne sont pas récompensées tout de suite. Il y en a qui sont récompensées sur place, il y en a qui sont récompensées dans le temps, etc. Mais dans le cadre du cheminement avec un maître, toi, tu prends un maître pour ce qui est capable de te transmettre. Et tu as besoin qu'on te transmette quelque chose tout de suite, en fait. Parce que si tu dois attendre, voilà, au début, c'est très psychologique. Moi, dans mon expérience précédente, on m'a beaucoup parlé, en fait. Pour me faire accepter des choses, on a dû beaucoup me parler. On n'a jamais fait ça dans la carrière, en fait. J'ai pas eu besoin qu'on me parle, en fait. Parce que tout de suite, tu prends du maître, il te transmet la lumière, donc il te transmet le bouraq du cheminement, l'outil qui va te permettre de cheminer jusqu'à Dieu. Donc ça, c'est tout de suite ça la béa. Et après, tu découvres par toi-même. Et parce que tu as découvert, tu te renseignes, tu demandes et tu apprends. Et parce que tout le monde vit plus ou moins un cheminement pareil et parallèle, tu arrives avec l'expérience de tout le monde à donner du sens. Et derrière,
le cheikh en parle dans les cours ou dans ta relation directe avec lui. Donc, du coup, tout a un sens, en fait. On n'a pas besoin de te parler ou t'expliquer, etc. S'il y en a qui sont dans cette situation-là, je pense que c'est des cas rares et c'est parce que la nefs a pris le dessus sur le cheminement. Le cheminement, c'est quelque chose où tu te laisses guider, en fait. C'est pas toi qui décide de la vitesse à laquelle tu avances, etc. Donc, moi, en fait, quand j'ai connu la tariqa, je l'ai connu par le biais d'abord de deux faqirs de mon ancienne confrérie. Et on en parlait, en fait. Et un faqir qui est vraiment, que je salue d'ailleurs, s'il me voit, s'il regarde ce podcast, qui est vraiment quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et il y avait mon beau-frère de l'époque aussi, mais les deux, je les appréciais beaucoup. Et ils étaient hyper intelligents. Quand je dis hyper intelligents, franchement, c'est le 0,1% de trucs. Hyper grandes écoles, calés de ouf et tout. Et ils parlent de la carcaria. Moi, je suis chez eux, je suis posé. Enfin, je suis chez mon beau-frère, je bois un thé et tout. Et ils en parlent entre eux. Donc là, tu découvres à ce moment-là. Moi, je découvre, je connais pas. Okay. Ils parlent, ils disent c'est super intéressant. T'as vu, il est jeune, le cheikh. Il parle de choses hyper passionnantes. En plus, un muraqa, ça grave du sens. C'est les différents degrés de la nef. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, mais c'est super. Ils en parlent de manière très positive en réalité. Moi, je les écoute, je dis c'est quoi ça? Ils me montrent une vidéo de mecs en multicolore en train de danser. Moi, j'avais quitté la Taliqa avant. Mais on était restés potes. La Taliqa, l'ancienne. Et on était restés potes. Moi, j'ai dit, gars, j'ai quitté une Taliqa, on était bien habillés, propres, connus, reconnus. Franchement, je vais pas. Comment vous pouvez vous intéresser d'un truc où les gens sont habillés comme ça et tout? J'ai été dans ce truc-là moi-même, tu vois. Et c'est pour ça que je comprends la démarche des gens. Et eux, ils me disent non, mais c'est passionnant et tout. Bon, après, il y a des trucs que je comprends pas encore et tout. Je dis ok. Je laisse ça, mais je laisse ça tomber sur place, moi. Et je vais te raconter une anecdote que je crois que je t'ai jamais racontée, mais qui est intéressante. Parce que ça montre aussi le maqam de la wilaya. Bref, et du coup, les années passent. Et j'ai un autre pote à moi, mais vraiment un très bon ami, un ami d'enfance. Le premier truc, c'était quoi? C'est 2014 à peu près? C'est 2014, ça. Donc c'est 2 ans avant. C'est un an avant ton entrée, ok. 2014. Moi, je zappe ça. 8 mois après, j'ai un pote, pareil, qui est dans une autre confrérie soufie lui-même. Et il est en train de découvrir la carcaria. Moi, je ne le sais pas, il ne me dit pas. Un jour, il m'appelle, il me dit. Lui, il est un peu mystique comment il parle, tu vois. C'est différent. C'est Farouk, quoi. Il me dit ouais, mais qu'est-ce que tu penses d'un maître aujourd'hui qui peut transmettre tout de suite et tout, Et moi, d'instinct, j'avais entendu parler une seule fois de la carrière, je lui dis, tu parles de la tariqa multicolore? Ah, comment tu sais ça et tout, Je dis, j'ai entendu parler de ça aussi. Je lui dis, toi aussi, t'es là-dedans et tout? Non, mais c'est un truc de fou, imagine-toi, c'est vrai et tout. Je lui dis, ouais, on en parle vite fait, mais moi, j'étais pas intéressé. En plus, à l'époque, j'étais vraiment dans le sommet de mon ascension en tant qu'entrepreneur, militant associatif et tout. Non, j'étais à Valais en même temps. Access était vraiment en train de monter de ouf. T'avais un statut social. J'avais un vrai statut. Tu ne te voyais pas t'habiller comme ça. Non, mais j'avais de l'influence dans ma ville et tout. Tout le monde me connaissait et tout. Il y avait une élection, je participais et tout. Il me parle de ça. En plus, toi, t'habitais dans un quartier populaire. Ouais, quartier difficile, toi. C'est-à-dire que toi, t'habillais comme ça dans un quartier difficile. Le moindre truc, impacte directement, tout le monde parle, tu vois. Donc, moi, je suis là et tout. Bref, tranquille. Le temps, il passe. Il commence à m'en parler. Il défend le truc, mais il me dit pas qu'il est dedans, en fait, encore. Il me dit rien, en fait. Juste, il m'en parle. Il me dit ça. Et moi, je capte, parce que voilà, je le connais et tout. Je dis, ah ouais, et tout, j'étais dedans et tout. Il me dit, je peux pas t'en parler et tout. Bref, parce qu'il avait consigne d'en parler à personne. Le temps, il passe et tout. Après, moi, je lui dis, si toi, t'es dedans, toi, je sais que t'es quelqu'un de bien, t'es intelligent et tout. Donc, je vois pas ça comme quelque chose de mal. Et je lui dis à l'époque, moi, j'ai la politique de Amr. Qu'est-ce qu'il a fait, Amr? Il s'est reculé. Il a observé si l'islam allait marcher ou pas. Si ton truc il marche, je viendrai vers vous. Si ton truc il marche, je viendrai. Si ça marche pas, frère, laisse-moi tranquille, je n'ai plus de problème. On n'est pas loin d'Abou Soufiane, même. On n'est pas loin d'Abou Soufiane à l'époque. Franchement, même, on est plus proche d'Abou Soufiane que d'Amr. Parce qu'il lui, après, il avait plutôt avec le prophète. Dans le storytelling, mais dans l'intention, c'était pas ça. Bref. Quelques mois après, il y a un autre pote à moi qui est dedans. Et l'autre pote, par contre, lui, c'est le musulman converti, genre. Il n'a jamais été dans des trucs bizarres, lui. Lui, il était déjà dans le soufisme. Donc là, pour ceux qui le connaissent, c'est Philippe. Philippe, ok. Donc Philippe, lui. Philippe, il truc et tout. Et un jour, il sort de Philippe. Et en plus, Philippe, il n'était pas soufi, lui, avant. Non, il n'était pas du tout soufi. Lui, c'était un Ikhwani. Un musulman. Enfin, lambda, sunnite. Cours d'arabe, cours d'islam, cours de fiqh. Donc, il n'y a aucune logique dans le fait qu'il arrive là. Alors que vous deux, vous venez du soufisme. Moi et Farouk, on était dans le soufisme. Et vous saviez que tous les deux, vous venez du soufisme. Donc, lui qui change de voix, ça ne m'a pas surpris. Tu vois. Philippe, il sort de ce truc-là. Philippe, t'es dedans toi aussi? Ouais, je suis dedans. Ah ouais, et donc c'est vrai, tu vois la lumière et tout? Ouais, je vois et tout. Je dis,
il y a quelque chose là. C'est pas possible. Je dis, si Dieu il veut mettre en enfer 2 de mes amis, voilà que ça sera pas eux en premier. En tout cas, c'est sûr. Je me dis, c'est pas possible parce que toutes les crapules qui étaient autour de moi, c'était pas eux les pires. Tu vois ce que je veux dire. Et vas-y, je me dis, bah, vas-y, on verra. Et tout. Je commence à m'y intéresser et tout. Eux, je les vois, ils commencent à sortir en Mouraka. Dans la vie, je les soutiens, je prends des photos avec eux et tout. Parce que les gens, ils commencent à parler, tu vois. Moi, je suis en mode, c'est mes potes et tout. À l'époque, j'avais de la force un peu, donc je suis avec vous, tu vois. Bref. Et on avance comme ça, petit à petit, je m'y intéresse et tout. Il me dit, fais la salat istikhara. Et à l'époque, mon beau-frère de l'époque était intéressé aussi. Donc on commence, on en parle. Et lui, comme il est très intelligent, il a crédibilisé le truc. En moi, il l'a rendu crédible. Je fais l'istikhara, boum. L'istikhara, elle était spéciale. Je vais dans ma chambre et tout. J'avais un rideau transparent, un voile, c'était un voile violet. Et je fais la prière comme ça, l'istikhara. Je fais salam alaikum, tac. Le rideau, il tombe. En fait, il est par terre. Il n'est jamais tombé de sa vie. Il n'est jamais tombé de sa vie. Il était violet, le rideau? Il était violet. Ouais. Il tombe par terre comme ça. Moi, je capte, mais j'ai un petit moment de... Il est tombé, je le remets. Le lendemain, je refais le et il retombe. Je dis, c'est chelou, ça. C'est chelou. Après, bon, moi, c'était positif. Donc, je me dis, bon, ouais, je vais y aller. Mais je ne voulais pas y aller, en fait. La vérité, j'avais déjà connu ça et tout. J'avais la flemme. Je me suis dit, je vais recommencer et tout. J'avais pas envie de... Un groupe, machin. Un groupe, le chien. En plus, le chien, il avait une image GNL. Il était comme ça tout le temps énervé. Sur les photos à l'époque. Sur les photos. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Ah, moi, je le voyais. Il avait une image dure, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, et quand tu l'as rencontré, il y avait un contraste incroyable. Je vais te raconter ça aussi, tu vois. Bon, bref, je suis là, je suis... Mais je dois y aller, je sais. Parce que je me dis, si vraiment il transmet la lumière, pas prendre la baie avec lui, c'est honteux, tu vois. C'est une dinguerie, parce que ça a l'air d'être un shir authentique. Et il correspond, si tu veux, à tous les critères des grands maîtres soufis. Et moi, je sais, je connais la valeur de ces gens-là, tu vois. Vas-y et tout. Un jour, avant de prendre la BA, un jour, je suis dans mon bain, je fais comme le baptême du Christ, tu vois. Genre, les chrétiens, quand ils se convertissent. Tu rentres ta tête. Et puis, ils plongent dans l'eau, je plonge ma tête dans l'eau, je vois une lumière bleue. Dans l'eau. Je ressors, les yeux fermés, je ressors, il n'y a pas de lumière. Moi, je capte pas, en fait. Je remets ma tête dedans, je la revois, je ressors 3 fois. Je vois une lumière bleue comme ça devant moi. Tu vois une lumière totalement claire, nette, précise, je bleue. Je vois quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie en fait. Là, je vois de la lumière bleu turquois. Non, parce que les gens pourraient se dire ouais, t'as. Non, j'ai vu pendant longtemps. Je restais genre 45 secondes. Tu descendais sous l'eau, tu vois une lumière bleue claire, clairement sans doute. Je voyais une lumière sans doute. Tu remontais avec les pas, tu descendais. Voilà. Et je remonte, je parle à Souhail à l'époque que je connais pas. Je dis, mais c'était le mec qu'on m'avait mis en relation. Je lui dis, mais je vois une lumière. Il me dit, non, mais t'as pas encore la BA, donc tu dois pas à voir ça et tout. Non. Je comprends pas. Il m'a saoulé au début. Souhail à l'époque, il était spécial. Il était spécial, mais je vais pas tout raconter parce que c'est un frère que j'apprécie beaucoup. Mais franchement, lui, le filtre, c'était un vrai filtre. C'était un vrai filtre, parce qu'il te vendait pas le truc. Et c'est ça que j'ai kiffé, le fait qu'on me vende pas le truc. C'est vrai que t'appelais Souhail pour comprendre. Lui, limite, il te repoussait. Oui, mais genre, les gens étaient en mode, on n'a pas besoin. Il voulait pas te convaincre. Non, pas du tout. Il voulait pas du tout te convaincre à l'époque. Bref. Et à un moment, je dis, moi, je dois aller au Maroc en vacances. Et je dis, bon, je viens au Maroc en vacances. Je dis à Souhail, donc je vais passer à Zayoub pour voir le shir. Mais tu veux la BA et tout? Je dis, je pense que je veux la BA. Genre, je voulais pas trop m'avancer. Après, il me dit, ouais, mais je viens en tout cas pour voir le shir et tout. Après, il me répond, il me dit, ouais, Sidi Cheikh a dit, depuis le temps, c'est maintenant qu'il veut venir. Depuis le temps. Donc, je me dis comme ça, depuis le temps. Et je repense à fait depuis 2014. Ouais. Donc, en fait, ça faisait 1 an et quelques. C'est une dinguerie. Depuis le temps, c'est maintenant. Je me dis. Depuis le temps qu'il reçoit des signes. Là, ouais, je fais le lien en mode. Ah ouais, mais non, mais il parle pas de ça. Mais c'est trop gros quand même qu'il parle de ça, tu vois. Et je dis, mais pourquoi il dit ça et tout? C'est une dinguerie. Après, il dit quoi? Après, c'est Jamil qui reprend le relais. Je me dis, je suis avec Sidi Cheikh. Il a dit que comme tu es venu en vacances, tu n'es pas venu prendre la BA. Si tu viens, tu n'auras pas la BA. Donc voilà, parce qu'ils ne donnent pas des BA à des gens qui viennent en vacances. Je dis, mais j'ai jamais dit que je venais en vacances. Je dis que je serai au Maroc et que je viendrai pour lui. Je commence à m'énerver et tout, Nani. Ah, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis désolé, Sidi. C'est comme, je me dis, moi, je suis sincère. Moi, je m'en fous. Si vraiment c'est cher, je vais quand même y aller. C'est parce que là, en gros, en faisant ça, ça donne encore plus envie. Ouais, ça m'a donné. Comment ça? Ouais, comment ça et tout. Tu t'es dit, mais là, j'avais la BA en fait, vraiment. Et moi, j'y vais en me disant, il va jamais me la donner parce qu'il m'a dit, il me la donnera pas. Genre, parce que je suis en vacances et tout. Bref, j'y vais et tout. J'étais à Agadir, je prends le car jusqu'à toute la nuit, je suis mort. Après, je sors du car, j'ai aucune indication. Je cherche la Zaouiap. Je marche, j'erre pendant 2 heures dehors au soleil, j'étais fatigué et tout. Bref, je finis par la trouver. Je sais même pas comment je fais pour la trouver et tout. Je monte, je dors un peu, je me réveille. Je dormais dans la khalwa à l'époque. Je me réveille, je sors, je vois si il est posé. Après, il dit, je connais Hada.
Après, mais en fait, il l'a dit de manière tellement douce, ça avait cassé avec. Je vois très bien comment il l'a dit. Je connais, il a dit devant moi comme ça. Et ça avait cassé déjà avec l'image que j'avais de lui, là, méchante et tout. Ça a adouci le truc, tu vois. Après, moi, je dis, ah, c'est Samy et tout. Il m'a dit, ah, ok, tu viens d'Agadir, ah, c'est toi et tout. Il m'a dit, comment t'as fait pour venir? J'ai marché, il m'a dit, ah, machallah, t'as fait ta première siha et tout. Tu vois, après, je me pose et tout. Après, bref, je commence à truquer, mais je vis un hell paradisiaque dans la Zaouia. J'avais une image bizarre, tu sais, parce que tu dis de la lumière et tout, t'entends les trucs de sorcellerie et tout. J'y croyais pas, mais j'avais quand même une image en mode ça va être bizarre là-bas. Ouais. Et je vis une paix intérieure. Et moi, j'avais un problème, problème cardiaque en fait. En fait, je faisais de l'arythmie. Ouais. L'arythmie, ça me prenait à tout moment, ça me stressait. J'avais je sais pas comment, des extrasystoles et tout. Donc, c'est des trucs qui te fatiguent un peu, tu vois. Et donc, du coup, j'avais peur que ça arrive et tout. Et je me sens bien. Il n'y a pas une seule fois où ça vient. Je me sens au paradis. Je me dis, c'est un truc de ouf. Je kiffe le shirk. Il est magnifique, gentil, humble. Il prie, il nous ramène à manger et tout. Je me dis, c'est jamais ça. À l'époque, ouais. Moi, j'avais l'image. À l'époque, il la grande confrérie. Moi, j'avais la grande confrérie. La grande confrérie, le shirk, tu passes devant lui, tu dis salam de la peine, tu te regardes. T'es heureux, en fait. Là, j'étais comme un fou et tout. Là, t'es en proximité. Là, j'espère qu'il me donne la BA, tu vois. Et là, il y a un autre mec qui arrive de Villeneuve aussi, que je connais de vue. Il arrive comme ça, il vient avec du West, truc. Il pose des questions de fou au shir. Il lui dit, ouais, est-ce que tu fais la sorcellerie et tout? Il lui dit, non, je fais pas de sorcellerie. Il pose des questions comme ça. Ouais. Et je vois, il est patient de ouf avec lui, tout ça. Bref. Et à la fin, je vois, lui, il est traité comme un roi. Un mec qui dit, tu fais de la sorcellerie et tu lui est traité comme un roi. Réponds comme ça. Ils vont le chercher en voiture, il est traité comme un roi. Alors que toi, t'as galéré. Personne ne me calcule. Moi, je suis là, personne ne me calcule tout ça. Bref. Moi, il vient, il me donne la BA. Je vois la lumière. Sur place. Ouais, sur place. Tu l'as donné dans l'ancienne khalwa ou... Mais je l'ai vu la même couleur que les rideaux qui étaient tombés. Mais tu l'as donné dans la khalwa? Dans la khalwa, ouais. Ok. La même couleur que les rideaux qui étaient tombés. La même couleur, la même. Mais c'est toujours, je vois toujours la même couleur. Donc il y avait quelque chose, il y avait une Inch'Allah à l'époque. Et bref. Et donc c'est comme ça que je prends la BA. Du coup, t'as fait le lien que t'as ça à Istikhara avec ta couleur. Oui, mais moi, tout était. En fait, c'était très bien fait. Hein. Ouais. Concrètement, c'est un scénario, il était très bien fait. Tu vois. Et le divin derrière, il allait grave dans le sens de mon cheminement. Tu vois. Et donc, du coup, bah, voilà, on a fait ça. Et le mec, de l'autre côté, par contre, il ne donne pas la BA. Limite, il le maudit, mais il lui dit, toi, tu n'aurais pas la BA, t'es venu, on t'a bien traité. Il lui dit une phrase que j'ai retenue. Il lui dit, t'es venu avec tes pieds sales, salir l'eau de cette zaouïa et tout, qui était pure et tout. Et bref, et donc, du coup, bah, je me rends compte de la chance que j'ai parce que je ne devais pas avoir la BA, je l'ai eu. Lui devait l'avoir, il ne l'a pas eu. Et au final, bah, moi, alhamdoulilah, je suis là maintenant depuis 9 ans. Je kiffe, j'ai vécu vraiment ce qu'il y a de meilleur. Et puis je me dis, voilà, j'ai été béni ce jour-là, etc. Mais avant d'aller justement à la Zaouia, je suis parti voir un pote à moi. Ouais, à Agadir d'ailleurs, t'as dit. J'étais à Agadir. Et il se mariait. Chez les soucis. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai raté son mariage. En fait, il s'est marié, il a fait son halal à Paris. Ouais. Et il a fait son mariage à Agadir chez lui. Tu vois. Et donc, moi, j'ai raté le halal. Donc, je me suis dit, je vais aller le voir. Mais en même temps, j'étais en train de réfléchir j'allais à la Zaouia. Allez à la Zaouia, ouais. 2 jours donc, après. je vais le voir. Et ce pote-là, c'était Mohamed Soussi. Et donc, c'est à toi de nous raconter. Ouais, franchement, en fait, la différence avec toi, c'est une grosse différence, c'est que moi, je suis complètement étranger à l'univers du soufisme. Et pour être tout à fait honnête, il n'y aurait pas de carcaria, jamais de ma vie, j'aurais pris de bail avec un cheikh soufi, où je serais dans le soufisme, ou jamais, j'étais loin de ça. À l'époque, moi, j'étais dans l'associatif musulman, j'organisais des TEDx musulmans dans des associations, des talks, etc. J'étais vraiment dans l'associatif musulman, dans le militantisme musulman en France. J'étais pas du tout là-dedans, j'étais plus proche des Ikhwani, des Salafis. Même dans mon rapport à la religion, c'était beaucoup plus, j'étais pas un Salafi, mais j'étais beaucoup plus dans le rapport avec la Salafia, comme beaucoup de musulmans de France. Mais j'ai déjà raconté, donc je pense que les gens connaissent, donc je vais aller plus vite, un peu plus vite, mais j'étais vraiment rien à voir avec le soufisme. À l'époque, moi je savais même pas que tu étais soufi quand on était en école de commerce. Ni toi, ni Aïssa. Mais ça, mais il était pas. Aïssa, il venait avec toi au Majma de Il venait un peu, mais il était pas. Mais à l'époque, nous, genre, c'était caché. Moi, à l'époque, tu m'aurais dit que tu étais soufi à l'école de commerce. Je t'aurais regardé bizarre. Mais tu me voyais comme un bon musulman, quand même. Je te voyais comme un... En fait, je te voyais comme un... Tu sais comment je te voyais vu que moi, j'étais en mode Ikhwan Salafi, je te voyais comme un musulman occidentalisé, tranquille, le bisounours, la ikrah fi din, nul contre ta religion. Et pourtant, j'étais plus chalière que toi à l'époque. Je te voyais comme ça. À l'époque, j'étais plus sage que toi, parce que toi, t'étais école de commerce, t'étais actif.
Moi, je sortais pas, j'étais Ouais, tranquille. moi c'était exactement, j'étais un Irwani dans le truc. C'était dire, Irwani, tu prends ta religion, tu l'adaptes à truc, mais par contre, en gros, tu bouges pas des grandes règles de la religion Ouais, telles que tu les conçois. Ça, c'est comme tu buvais ça. pas d'alcool. Jamais de la vie, tu fais ça, tu sors de ça, c'est haram. Vraiment, voilà, les lignes rouges, c'est comme ça, tu sors pas de ça, etc. On priait à l'école à l'heure, Ça, faut pas le dire. dans le couloir des Ça, faut toilettes. pas le dire. Faut pas dire qu'on prie dans l'école de commerce Ouais, discrètement. on avait notre petite mosquée à côté des toilettes. La laïcité. Ah ouais, il n'y a même pas de laïcité, c'est une école de commerce, on est dans Ouais, l'enseignement dans le supérieur. privé, faut en payer, encore heureux. Mais du coup donc, moi, rien à voir, rien à voir avec le soufisme. Et en fait, toi, tu viens donc, à mon mariage, et moi, dans ma tête, moi, j'ai jamais rencontré de soufi de ma vie. C'est-à-dire que vu que je savais pas que tu en étais un, moi, le soufisme, c'est un truc que je voyais sur YouTube, où il y avait des grandes mises en garde de Cheikh Fawzan, Ibn Uthaymin, etc. Et des mixités, des gens bizarres, etc. Mais je connaissais pas physiquement. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que maintenant, je regarde les gens qui se renseignent sur la Karkaria dans des vidéos TikTok qui nous insultent. Et ben en fait, je les vois comme moi à l'époque. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils connaissent pas du tout, ils ont jamais peux pas rencontré de leur en Karkari. vouloir, en fait. Bah non, ils ont jamais rencontré de Karkari, ils découvrent sur des vidéos, on leur dit regardez, en train de faire ça, ils sont en transe, regardez, c'est du ciel, ils disent qu'ils voient la lumière, comme Bouddha, machin, je sais pas quoi, etc. Mais en fait, je les vois comme moi à l'époque où j'avais jamais rencontré de soufisme, je me disais non mais le soufisme c'est un truc bizarre de ouf, etc. Bref. Donc moi, vu que tu n'étais pas venu, donc tu viens à mon mariage, donc je me marie, c'était en 2015 à Agadir. Donc tu viens à mon mariage, il y avait Ahwesh et Chihen, donc on faisait tout ce qu'il y avait avec, etc. Et donc le lendemain, on va boire un verre à la marina d'Agadir. Ouais. Exactement, on va boire un verre à la marina d'Agadir, tac, on discute, etc. Et après, tu me dis oui, de toute façon, demain, je vais prendre un car, je vais monter à Nador. Je dis, tu veux faire quoi, un car jusqu'à Nador? C'est hyper loin, c'est au moins 12 heures ou 15 heures. Tu me dis, ouais, je vais voir un cher là-bas, ce qui paraît donne la lumière. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je sais pas, je vais voir, etc. Je dis, frère, c'est quoi cette histoire? Non, mais c'est un cher soufi. Frérot, si je peux me permettre, ça, le soufisme, c'est un truc hyper chelou, hyper bizarre. Fais attention, parce que j'ai entendu trop de trucs sur ça, machin truc. Ouais, je sais pas, mais je vais aller voir. Après, on sait pas qui t'es en train de... Je vais aller voir. Moi, j'ai entendu que Zahama, des gens qui te suivaient, ils voient la lumière d'Allah, etc. Mais frère, j'ai jamais entendu de ma vie de là que la lumière... C'est quoi la lumière d'Allah? Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'islam de masse, jamais on entend que y a ça. Jamais on entend les hadiths sur les sahaba, les compagnons qui avaient des visions. Il y en a plein dans Bukhari, Muslim, etc. Des sahaba qui voyaient la lumière, qui voyaient des mouchahada, qui voyaient ici, qui voyaient Haritha, qui voyaient l'Arsh al-Rahman, etc. On n'entend jamais parler. Et moi, je te dis, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai jamais entendu de ma vie ça. Ah, je vais voir, etc. Tu sais que je me rappelle de la date, c'était le fin août. Parce que moi, mon mariage, c'était vers le 20 août, un truc comme ça. Toi, c'était fin août. Et le 12 septembre, je suis revenu en France. Et je t'avais dit, bah vas-y, quand tu reviens en France, tu me diras. Et je me rappelle, j'étais revenu en France le 12 septembre. Et on s'est vu vers le 18 septembre. Vers le 18 septembre, je viens à Villeneuve-la-Garenne, où tu étais. Et je sais plus ce qu'on devait faire avec Ressam, ou je sais plus qu'on devait faire un truc. Et tu viens avec ta voiture. À l'époque, je me rappelle, tu avais une Mercedes, une classe 1, un truc comme ça. Tu arrives, tu sors comme ça, avec la même Oraqa, tu sors comme ça de la voiture. Moi, j'aimais bien faire ça. J'aimais bien arriver en merco, Mouraqa. Comment tu fais avec ça? Je me rappelle de la rue où on était, frère. On était là, et tu arrives en classe A, et je te vois par la fenêtre. Ouais, non, vas-y, on va manger, je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'on allait faire. Je dis, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce truc et tout? Ouais, non, je sais plus comment tu m'expliques le truc. Non, truc. Et en fait, moi, j'ai une nature, je suis une nature curieuse, en fait. Moi, à la limite, ta djellaba, elle est ridicule, elle est chelou, elle est ce que tu veux, machin. Elle sort pas du shara, elle sort pas de la législation islamique. Mais moi, je veux comprendre à quel moment un gars qui est diplômé en finance en école de commerce, qui a travaillé chez Valeo, qui est leader associatif d'une grosse association de quartier, qui a un gros budget, qui a un club de sport connu dans toute la France, à quel moment ils décident de mettre un truc comme ça? Moi, je comprends pas. Moi, c'est un truc, il faut que je comprenne en fait la logique qui mène à ça. Donc, en fait, à ce moment-là, je mets la religion de côté. Je me comprends qu'est-ce qu'il y a quoi dans ta tête. À quel moment tu te dis que c'est normal de t'habiller comme ça? C'est quoi? Je veux comprendre. Et à ce moment-là, on commence à en parler. Je te dis, alors, t'es parti voir le cher et tout. Ouais, bah justement, c'est pour ça que je suis habillé comme ça. Du coup, ton histoire de lumière, c'est comment? C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf, frérot. Je vois c'est quoi cette histoire? Comme ça, tu vois la lumière. Vas-y, explique-moi, c'est quoi ton truc? Bah, en fait, là, je fais mon dhikr et tout. Je prends ma sobha, je fais du dhikr, je ferme les yeux. Et je vois la lumière et tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vois la lumière. Ça veut rien dire ce que tu me dis. Bah, en fait, je ferme les yeux et je vois une lumière apparaître dans le noir. Mon regard fermé, je vois une lumière apparaître qui grandit, qui bouge, qui change de couleur.
mais comment ça, mais d'où ça sort ça? T'as déjà vu ça avant et tout? Bah ouais, non. Bref, on se pose, on en parle. Je crois, je commence ça m'intrigue. Donc, et on était avec, on va pas citer son nom, on était avec un pote à nous, un chouh de la tariqa. De la tariqa, un pote à nous de l'école de commerce, qui était un chouh, qui était un bon pote à nous, etc. Qui était là, et donc tu nous en parles, on a dit, je me rappelle, on avait fait un repas avec les potes de l'école de commerce. Tous les gars, tous les frérots de l'école de commerce ont fait un repas, et tu nous en parles. Je crois qu'il y avait Hassan avec nous aussi. Il était dedans en plus. Lui, il était dedans, mais il n'en parlait pas encore bien. Il n'en parlait pas vraiment, mais il était dedans, etc. Donc, en fait, on commence à en parler, on en parle, et ça crée de la curiosité. Et je dis ça, mais moi, je vais aller vérifier parce que j'ai jamais entendu de ma vie ton histoire de voir une lumière dans l'islam. Alors, ça n'existe pas, j'ai jamais entendu ça de ma vie. On part, je crois 2 semaines après ou 3 semaines après. Il y avait un petit livret, là. Il y avait un petit livret avec tous les hadiths et les versets qui parlent de... Ouais. Mais moi, j'avais pas fait ça. Moi, j'ai regardé sur Internet. Je crois 1 mois après, ou 3 semaines, ou 1 mois après, on refait un repas avec les mêmes gars, mais avec Essam. Toi, t'étais pas là. Ouais. Je me rappelle, on avait fait un repas à Suresnes. C'était en 2015. Et Essam, à ce moment-là, il nous en parle. Je lui dis, mais toi, t'es dedans? Ouais, je suis dedans. Vas-y, mais c'est quoi le concept? Il commence à nous en parler. Et en fait, avec Essam, à ce moment-là, on reste jusqu'à 5h du matin dans la voiture et tout. Il nous en parle, on est tous là. On a fait un repas à Suresnes, on sort, on va dans la voiture au moment de partir et on reste dans la voiture jusqu'à 5h du matin. Et il nous en parle, non, en fait, non, mais c'est vraiment une dinguerie parce que si, ça. Et donc là, on est plusieurs profils dans ce groupe-là. Moi, là-bas, je suis le profil, logiquement, le moins à même à suivre ce truc-là parce que j'étais le mec qui, dans ma tête, j'étais en mode salafi, bid'a, machin truc, et les autres, c'était en mode des musulmans normaux. Ils se disaient pas salafi, ça c'est des musulmans normaux, ils priaient, ils jeûnaient, faisaient leur truc, et ils vivaient, ils avaient leur truc. Moi, j'étais en mode un peu, non, truc, machin. J'étais dans un délire un peu comme ça et tout. Donc, normalement, j'étais le mec le moins truc. Mais moi, ça m'a piqué ma curiosité. Je me suis dit, mais attends, mais c'est trop bizarre ce truc. Et en fait, à partir de ce moment-là, on était en septembre, je pense, ou un truc comme ça, j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, attends, je vais chercher, est-ce que ça existe dans l'islam? Je cherche des hadiths, des versets dans le Coran, machin, et je trouve des trucs. Je trouve des hadiths où les sahaba voyaient, hadiths authentiques, les sahaba voyaient la lumière d'Allah, le prophète dit qu'il voit la lumière d'Allah. On lui dit, ya Rasulallah, tu veux ton Seigneur? Il dit, une lumière, j'avance moi-même. Authentique, Anas ibn Malik accompagne le prophète jusqu'à la mosquée. Le prophète lui dit, est-ce que tu vois la lumière dans les mains des gens qui invoquent les Ahlus Sofa? Il dit, non, ya Rasulallah, invoque pour moi pour que je puisse la voir. Le prophète invoqua. Il dit, je vis la lumière dans leurs mains, je me précipite à leur côté pour un truc apporté par Abu Daoud. Je vois que des trucs comme ça. Je me dis, mais attends, mais c'est une dinguerie. Attends, on nous a menti sur la religion. C'est quoi cette histoire? On nous a pas tout dit. Je dis, à quel moment? Il n'y a jamais. Moi, parce que moi, j'avais fait 12 ans d'école coranique. J'avais commencé, ma mère m'a inscrit à l'école coranique à partir du CM2 jusqu'au bac ou jusqu'en première année d'école de commerce. Cours d'arabe, cours de Coran, etc. Moi, j'ai ma famille au bled. Quand je viens au bled, toute ma famille, elle est hyper pratiquante. Mon cousin, mon oncle, il est tablir. Donc, on venait, c'était religion, on en parlait, on débattait. Donc, c'est-à-dire que moi, je me dis, mais attends. Et quand je venais au bled, j'allais à l'Aroubia, à Tamazir, à la campagne, et ma mère me laissait là-bas pendant 15 jours, 3 semaines dans les mosquées. En groupe, là, dans les mosquées, dans les campagnes, dans les montagnes. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, mais attends, à l'époque, j'avais 27 ans. Je me suis dit, mais attends, 27 ans, moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est quoi cette histoire? Je vois des hadiths. À ce moment-là, on s'appelait avec ces potes-là. Ouais, alors, t'as regardé un peu tout ça? Je dis, frérot, c'est bizarre, parce que là, je voyais des trucs et tout, ça sort pas de nulle part, leur histoire, etc. Il me dit, ah ouais, je dis, toi, t'en penses quoi? Je dis, franchement, c'est quand même bizarre leurs vêtements. Je sais pas, c'est chelou un peu. Et régulièrement, on s'appelait pour faire un point ensemble entre les frères, mais on vous disait pas où. C'était qu'entre nous. Ouais, t'as dit, ouais. Et ce, jusqu'à fin novembre 2015. Fin novembre 2015, tu nous envoies un message, tu dis, les frères, si ça vous intéresse, c'est le Cheikh qui sera là, il va venir à Avignon-la-Garenne, il va visiter truc, si vous voulez venir le rencontrer, voir et tout, marhaba. Je dis, vas-y, et tout, vas-y, ok. Vas-y, moi, je vais venir. Et tac, je vais pour venir. Donc, je viens, c'était un samedi, je me rappelle, c'était un samedi, je viens, je rentre, je mets un truc, je rentre et tout. La salle, en fait, à ce moment-là, il y avait toute la génération 2015 qui n'avait pas encore pris la BA ou qui était en train de la prendre. Toute notre génération-là, ils étaient réunis dans cette salle à ce moment-là. Je rentre, je vois le Cheikh, il est posé là, il fait un dars. Et comme tu as dit, je me sens bien, genre. Je me sens bien. Tac, il fait un dars en Fusha, les trucs, un peu Fusha, un peu Dalija. Je suis bien, je écoute. Ok. Après, il fait une pause, il va pour manger. Il va faire une pause un peu truc. On sort dehors de la Zaouia, de ce qui était à l'époque la Zaouia à Villeneuve. Et je me rappelle, je parle à Jamil. Et Jamil, je parle avec lui, je dis, mais tiens, c'est comment? Il me dit, moi j'ai une mouchahada. Pour te dire, j'ai une mouchahada de ouf où
dans mon dhikr, je voyais le paradis, les gens au paradis. En fait, il me dit, c'est comme s'ils flottaient. Je les voyais flottants, avec comme une djellaba marocaine, mais en mode capuche. Il me dit, je les vois comme ça. Il me dit, à un moment, je vais pour voir leur visage, et je vois leur visage, c'est que de la lumière. Il m'a dit après, j'ai pas compris cette mouchahada. 2 semaines après ou un mois après, je suis sur Internet, je tombe sur un hadith, et le hadith, il décrit exactement ce que j'ai vu au mouchahada. Il décrit, il dit les visages, les gens qui rentreront au paradis auront des visages de lumière. Nanana. Il décrit exactement comment je vois sur plusieurs hadiths. Trucs. Il me raconte plusieurs trucs comme ça. Et là, en fait, il met un yarkin quand il me dit ça. Ouais. Il commence à me mettre un yarkin. Je commence à me dire, putain, mais c'est une dinguerie, c'est tout ce qu'il raconte. Et pendant ce temps-là, pendant ces 4 mois où je cherchais, il y avait plusieurs étapes. Première étape, c'est j'ai commencé à voir est-ce que ça existait vraiment. Je vois des hadiths, des versets, machin truc. Et plus j'avance dans le temps, plus j'approche de l'arrivée du shir, plus je commence à y croire. Et les dernières 3 semaines, je commence à regarder les vidéos de Karkari. Je me rappelle, je tombe sur la vidéo de Florian habillé en archbandil avec son fond vert et il dit c'est incroyable, j'ai vu les gens du paradis, nanana. C'était vraiment magnifique. Il répète le mot magnifique 10 fois dans la vidéo, etc. Je me rappelle très bien cette vidéo de Florian que je salue d'ailleurs. et je me rappelle et je me dis mais attends, et quand Jamil me raconte ça le jour même à la Zawed Villeneuve, je me dis mais attends, c'est une dinguerie, tout, ça a l'air d'être une dinguerie. Moi aussi, je me doutais ça. Ouais. Attends, il me dit voit ça. Truc, c'est validé par un hadith. Il tombe sur le hadith, il ne le connaissait même pas à la base, il tombe dessus un mois après, etc. C'est une dinguerie. Et, tout. Et donc, il me raconte, le shir, il continue, il fait des doros. Vas-y, fin de l'histoire, samedi fini, le shir, il va naître, en tout cas, il va. Et avant, il y a un repas. Ça pose le repas. On va manger un, on va dans l'autre pièce à côté. Et je me retrouve dans la table du shir. Donc, je suis à côté de lui. Et donc, si le shir, il est là, il est à ma gauche, moi, je suis à sa droite. Et donc, il y a la table. Et dans la table, il y avait des visiteurs. Des gens qui étaient venus, qui n'étaient pas fuqara, qui étaient venus visiter. Et dans les visiteurs, il y avait 2 fuqara qui venaient d'une autre tariqa qu'on ne nommera pas pour ne pas les salir, même si ce qui a été fait, c'était très sale. Et donc, ce gars-là, pendant toute l'assise, il posait des questions à ses shir dans le manque de adab, c'est-à-dire des questions qui ne se posent pas à un shir, qui ne se pose pas à un imam d'une mosquée, alors que dire à un shir de Tarriya. Et il pose des questions et le shir, il est très patient, il répond. Et donc, quand on est à table, le gars, il continue. Et moi, je suis assis. Et moi, les concepts soufis, je ne connais pas. En fait, il faut vraiment comprendre ça. C'est une dinguerie, ça. Parce que moi, je suis un musulman de la masse. Je ne connais pas, moi, les trucs de vision, de kashf, dévoilement, etc. Donc, moi, je suis là, je suis posé normal. À ce moment-là, je suis à côté de Sidi Chir et je considère Sidi Chir comme un savant. De la même manière qu'il y a des savants à Mecca, c'est ça, je le considère comme un grand savant marocain. Mais moi, j'ai pas la connaissance du Moujtahid Moutlaq, le grand savant de Si ou le Wali. Je connais pas. Pour moi, c'est pareil, c'est des ulama. Ouais. Et le mec, il continue. À un moment, Sidi Chir, il le regarde et il dit Esma, écoute. Il dit, je vais tout te dire. Il dit, toi, t'es pas venu pour poser des questions. Toi, t'es venu parce que hier, tu t'es réuni avec ton cher. Ton cher t'a demandé de venir ici pour me tester, pour me poser des questions comme ça, pour essayer de me pousser à bout, etc. En gros, il est en train de dévoiler tout le plan du cher de ce gars qui l'a envoyé. Il était venu pour ça. Et moi, je suis à côté de lui, je suis en train de péter un plomb. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je regarde, je me dis, qu'est-ce qu'il raconte Et là, il était venu pour ça. Il lui dit très calme, c'est pas il l'embrouille. Il lui dit de manière posée, il lui dit, écoute, toi, t'es pas venu que pour ça. Je vais te dire la vérité, parce qu'on l'a sait, toi et moi, on l'a sait. Toi, tu es venu parce que ton chéri, hier, tu t'es réuni avec lui. C'est lui qui t'a demandé de venir ici aujourd'hui. Il t'a demandé de faire ça pour essayer de me tester, me pousser à bout, etc. Tu es dans un grand manque d'adepte dans ce que tu fais. Toi, tu crois que ce que tu fais en obéissant à ton chéri dans des actions qui sont des actions négatives, mauvaises, etc., tu penses que c'est bien, alors que la réalité de ton cœur, c'est qu'elle est ténèbres sur ténèbres, elle est noire sur noir. Et il commence à lui sortir plein de trucs comme ça. Le mec, il pète un plomb, il commence à s'effondrer en larmes, mais il pleurait tellement, il était en sanglots qu'on aurait dit sa mère elle était morte. J'étais là, waouh. On était à table, en train de manger, il y avait un poulet. Je me rappelle, il y avait des poulets. Ah, c'est ma mère qui l'avait fait, je me rappelle. Je me rappelle des poulets. En 2015, je me rappelle des poulets. Il y avait des poulets. Donc, si j'ai dit ça, on est là. Et le mec commence à faire. Et d'ailleurs, pour ceux qui disent que sorcellerie ou quoi, cette date-là, c'est ma mère qui n'était pas fakira, qui a cuisiné depuis chez moi et qui a nourri tout le monde. De toute façon, je ne sais même pas si ça existe encore, ces trucs-là. Il n'y avait même pas de lien direct entre. Voilà, ça. Ouais. Et le mec, il commence à s'effondrer. J'étais choqué tellement il criait. En gros, tellement il l'a dévoilé qu'il était en train de truc. Il y a un fakir qui était un ancien fakir de sa tariqa qui va le voir, il dit non, t'inquiète, c'est rien, on a tous connu ça, ne le prends pas comme ça, nanana. Et le mec, il avait vrillé. Moi, j'étais choqué, je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie, etc. Hop, samedi fini. Le lendemain, à la base, moi, je vais pas rentrer comme ça. Le lendemain, j'y vais. Je retourne, on est dimanche.
Tac, j'écoute, il fait un dars, machin. Je suis posé, je suis bien. Je suis vraiment bien, en fait. Et une sakina, je suis bien. Genre, en fait, j'ai envie d'être nulle part ailleurs. Je suis là, je suis bien. Je suis pas Karkari, mais je suis bien. Fin de truc, fin de machin, d'assise. Il va pour se poser. Et moi, je me dis, à ce moment-là, j'ai un feu en moi. Je me dis, je veux la béa et tout. Là. Et je rappelle que je ne suis pas soufi. Donc, c'est-à-dire que je me dis, je veux la béa. Je vais le voir, donc il était dans sa pièce. Je demande au four est-ce que je peux rentrer. Et ils me disent oui, tac, je rentre. Et à l'époque, ça c'est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, moi je suis un berbère, je suis un vrai amazigh. C'est-à-dire que moi, ma langue maternelle, c'est le shleh, c'est le amazigh. Je suis pas arabophone à la base. À la base, je lisais, j'ai appris à lire l'arabe, à l'écrire, etc. Donc je savais lire le Coran, etc. Mais je comprenais rien à ce qu'il y avait écrit. Je n'étais pas du tout arabophone. Ma langue maternelle, c'est le shleh complet. Avec ma mère, je parlais shleh avant de parler français. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, c'est des fourqala qui me traduisent quand je parle au shir. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je parle au shir normal, etc. Et la langue arabe, je l'ai appris que par lui. C'est lui il me l'a appris à force d'écouter ses doros, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai une discussion normale avec lui et n'importe où d'ailleurs, je vais n'importe où dans les mondes arabes, je parle en arabe, j'ai plus de difficultés. Ça vraiment, c'est une rahma que je le remercie pour ça parce que c'est vraiment un truc de ouf. Parce que ne pas parler arabe, de manière générale pour un musulman, c'est très compliqué et on s'en rend pas compte quand on est jeune, mais on s'en rend compte quand on grandit et qu'on veut écouter des doros ou des trucs et qu'on peut pas. Et donc je rentre dans la pièce, donc on me traduit, je me rappelle c'est Mohamed Akaouch, j'ai dit Allah yarhamou, en tout cas qu'Allah le récompense, et dire qu'Allah fait miséricorde, je sais pas pourquoi, qu'Allah le récompense, qui traduit. Donc je dis voilà, Sidi, voilà, je voudrais prendre la béa avec toi, etc. Est-ce que c'est possible et tout qu'on prenne la béa? Il m'a dit c'est mieux, au Maroc et tout, un truc, etc. Je dis non, mais en fait, moi je vais venir au Maroc et tout. J'ai prévu d'aller au Maroc. C'est juste pour que je puisse m'entraîner à faire le weird, etc. En voyant cette lumière, etc. Il me dit va dans la pièce et je vais répondre à tout le monde en même temps sur ça. Tac, il va dans la pièce. Je vais dans la pièce. Après, il commence à dire pour ceux qui veulent la bay'a, c'est au Maroc. C'est pas la science qui vient à vous, c'est vous qui devez aller à la science. Certains d'entre vous ont le cœur noir de ténèbres et ils veulent la lumière maintenant. C'est pas comme ça. Bref, donc ils refusent. Et moi, je suis frustré. Je me dis purée, je voulais trop voir la lumière là. On était début décembre et je voulais trop voir la lumière. Donc je me dis attends, je vais faire. Et après il dit ouais, il faut faire une prière de consultation. D'abord consulter Allah et pour être sûr, etc., etc. Je dis vas-y, je vais consulter Allah. Non, mais moi, dans ma tête, j'étais déjà sûr, mais je dis, je vais consulter Allah, on ne sait jamais. Donc, je vais, le soir, je rentre chez moi, tac, je fais la prière de consultation, c'était l'Acha, je fais la prière de consultation, je finis la prière de consultation. Non, c'était avant l'Acha, je fais la prière de consultation, ok, c'est bon. Et avant de me coucher, bref, je vais pour faire la prière de l'Acha. Dans la prière de l'Acha, je suis debout en prière, donc avec l'odo et tout. J'ai pas de bay'a, j'ai rien, j'ai juste demandé à Allah, est-ce que cette voix... Est-ce que si ce shir est bon pour mon cheminement, pour ma religion, qu'il me le donne. S'il n'est pas bon, qu'il m'en écarte. Dans la prière, je vois une lumière qui commence à apparaître là où je pose mon front, commence à grossir, à scintiller, lumière violette. Scintiller, alors je voyais vraiment, ça scintillait comme ça, etc. Pendant 5 secondes, 5-7 secondes. Elle fait comme ça. Et après, il disparaît. C'est quoi ce truc de ouf? C'est quoi, c'est une dinguerie, c'est quoi ce truc? Et tout, subhanallah et tout. Je finis la prière, je me dis, c'est ma réponse. Il n'y a pas d'autre signification. Ouais. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je demande à Allah. Dans la prière juste après où je demande à Allah, il me répond par une lumière alors que c'est les seuls à me dire qu'il voit la lumière. Ok, très bien. Là, je te dis, ouais, tu as prévu de partir à la Zawiya? Parce que moi, à la base, je ne suis pas un mec sociable. À la base, je suis un mec un peu introverti. C'est-à-dire que je ne me vois pas aller là-bas tout seul. Ouais. Je ne connais personne. Salam. Je parle à personne. Un mec qui va me parler, je ne sais pas trop. En plus, à l'époque, en arabe, je n'étais pas fluide, donc j'étais compliqué. Mais ouais, donc je te dis, tu as prévu d'aller? Tu me dis, il y a le Maoulid là, machin truc. Tous les fourqara ils vont, vas-y, on y va pour le Maoulid. Si tu veux venir, viens et tout. Je dis, vas-y et tout. C'était 3 semaines après, donc je commence à m'entraîner à faire le weird. Je commence à m'entraîner, le temps de l'apprendre par cœur, de le connaître, etc. Et on va pour le Maoulid, le truc de fin décembre ou mi-décembre, un truc comme ça. Et on y va là-bas. Et je dis à ma mère, ouais. Je dis à ma femme, à l'époque, donc j'étais marié depuis 6 mois. Donc je dis à ma femme, je vais aller au Maroc, je vais aller voir un chien, etc. Ma femme, elle s'en fiche, mais pas de problème, elle s'en fiche de ça. Et ma mère, je lui dis ouais, je vais partir au Maroc, il y a un chien, etc. Et ma mère, elle refuse. Pas elle refuse parce qu'elle est contre le soufisme, etc. Elle refuse parce qu'on est en 2015, Daesh, c'est encore proche. Charlie Hebdo, ouais.
Charlie Hebdo, Daesh, le Bataclan, tout ça c'est proche. Il y a une ambiance. Le nord du Maroc c'est connu aussi pour Daesh, parce qu'il y a des cellules qui ont été démantelées de Daesh au nord du Maroc, etc. etc. Donc ma mère, elle est non seulement elle n'est pas du tout rassurée, mais elle est même en panique. Elle me dit hors de question, tu n'y vas pas. Et en fait, moi j'ai une relation avec ma mère où quand elle me dit un truc, même sur un truc qu'elle ne maîtrise pas, je vais dans son sens. Alors, ma mère, je lui dis, ouais, je vais acheter telle voiture et tout. Elle me dit, franchement, cette voiture-là, elle est pourrie. Ma mère, elle connaît rien en mécanique, elle connaît rien en voiture. Elle me dit, c'est pourri. Je me dis, ouais, je la prends pas. Pour la baraka et tout. Elle me dit, prends cette voiture, elle a l'air bien, je vais la prendre. Et à chaque fois que j'ai suivi ce truc-là, à chaque fois, je vais de la baraka dans et ce que je fais dès que je l'écoute. Et là, elle me dit, non, mais tu vas pas, etc. Et là, j'étais hors de question, je ne pouvais pas la suivre. Là, on parlait d'Allah. Hors de question, j'ai demandé à Allah et Allah, il m'a montré, hors de question, je te suis, maman. Donc, je lui dis, si je vais aller. Donc, je prends mes affaires, je range mes affaires. Là, je passe pas. J'habite à côté de chez ma mère, donc je lui dis, je pars. Ma mère elle commence à pleurer, elle était pas bien, elle était pas à l'aise. Je lui dis, désolé, je pars et je la laisse comme ça, en train de pleurer, etc. Et je pars. J'arrive à l'aéroport, il y a plein de moulaka, plein de trucs. Je connais pas bien, bref, vas-y. Vas-y, on sait pas, vas-y, ce truc. On y va, je prends l'avion. Dans l'avion, on est là. Et à côté de moi, je me rappelle, ce là il y avait un monsieur, en tout cas, je pense que c'était un oujdiste ou un gars de Nador. Mais un monsieur, il avait une 50aine d'années, il est là à côté de moi, il me calcule pas. Juste, toi, t'étais, je crois, et toi, soit à Essam, il y avait quelqu'un. Moi, j'étais dans le couloir. Il y avait un mec de l'autre côté. Ici, il y avait lui et sa femme. Et là, il y avait un fakir, il sans moulakha. Et moi, j'étais pas moulakha, j'étais pas fakir. Donc, il est là pendant tout le truc, il me parle pas. Je commence à parler au gars qui est là, je sais plus si c'était ou Essam ou qui. Et après, lui, il voit que je lui parle. Après, il me dit, ouais, vous allez où et tout. Je dis, ouais, il y a le Maoulid et tout. Non, on va au Maoulid, etc. Après, il commence à me mettre des waswas. Il commence à me dire, fais attention à Ouldi. Tu sais, les voix soufis, c'est bizarre des fois. Et il commence à me mettre un waswas de ouf. Alors, et là, je commence à avoir un qabd. Je commence à me dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais? Ouais, j'avoue qu'il a raison. Je suis pas bien là, je suis pas bien. Tac, l'avion il atterrit. J'y vais à reculons. Je suis pas bien. Jusqu'au moment où on arrive devant la Zaouïa. Le taxi me dépose. Je mets un pied à la Zaouïa, ça part. Bon, c'est l'escalier. Je me rappelle, je vois Jamil. Jamil, il était là. Je me rappelle, il dit, bon, on reprend les bonnes vieilles habitudes, avoir toujours l'eau d'eau. Si vous perdez l'eau d'eau, vous refaites l'eau d'eau. Hein, on reprend les bonnes habitudes. Il me rappelle cette phrase quand il dit, subhanallah. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Dès que vous perdez l'eau d'eau, vous le refaites automatiquement. C'est pas que à la prière qu'il faut faire l'eau d'eau, il faut toujours avoir l'eau d'eau et tout. On monte, tac, je suis bien, etc. Et le soir, et je me rappelle, subhanallah, c'est pas hadra, première fois que je vois une hadra physique devant moi. On est posé, un samer. Moi, je connais même pas le samer, je connais rien. Moi, je découvre un truc que je sais pas du tout. Les us et coutumes, je suis là, ça chante. Je suis assis, il y a des mecs qui chantent. Il y a une caméra qui tourne. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Je suis là, j'attends, j'observe. Et à un moment, je vois le père assis, le commence à faire hey, hey, hey. Je vois tout le monde se lève. Ça se lève. Et moi, je vois le truc, le cercle se ferme. Je sors du cercle. Moi, je me dis, ouais, je vais pas faire ce truc-là, c'est bizarre leur truc. Je les regarde. Hey, je suis au milieu, etc. Moi, je n'avais pas la force de rentrer. Je me suis dit, imagine, c'est n'importe quoi ce truc. J'ai pas confiance et tout. Non. La hadra est finie. 2A. Et le lendemain, c'était. Ah, voilà. 2A. 2 jours après, on est vendredi matin. On est posé dans la salle d'en haut. Je t'ai posé avec toi. Et peut-être avec Farouk ou Aïssam, je sais plus. Et Sidi Cher, il me monte. Et à ce moment-là, c'était intéressant parce que Sidi Cher, à ce moment-là, et il était avec nous. Il était posé avec nous. Je me rappelle, on était posé dans la salle du fond. Il parlait à un moment avec Farouk. Nous, on était derrière, on était posés, on discutait dans la même salle. C'est pas comme je vous dis très protocolaire. Avant, c'était tranquille, il n'y avait pas de protocole, etc. Il passe devant nous, il rentre, on est avant le Jumu'ah. Il passe, il me dit t'es venu pour la baie, hein? Je lui dis non, mais il me dit viens avec moi. Il me rentre dans la khalwa, qui est maintenant la salle des casiers. C'était à l'époque une khalwa. Il rentre, il ferme la porte, il tire le rideau. Il me dit t'as l'eau d'eau et tout? Je dis oui. Il me dit ouais, assis-toi ici face à la qibla et donne-moi ta main. Je donne la main. En fait, la baya à l'époque, c'était exceptionnel. En fait, je garderai toujours ce souvenir en tête. Juste, j'y pense, je kiffe. En fait, juste quand je me rappelle, je t'ai posé comment le truc s'est fait, je suis bien. En fait, c'est incroyable. Il me dit, regarde, ferme les yeux, essaie de voir si tu vois une lumière. Je ferme les yeux. Il me dit, tu fais l'istighfar. Et lui, il commence à réciter, il fait ça, al-Nabi. Il commence à réciter sur al-Bay'a, dans sur al-Fath. Ceux qui te prêtent à Bay'a, le prêtent à Allah, etc. Il répète. Et moi, je suis là, je fais Astaghfirullah. Il me dit, au bout de 5 minutes, il me dit, t'avais quelque chose? Je dis non. Il me dit, ouvre les yeux, fixe le mur devant toi. Je fixe. Non, rien. Il me redit, ferme les yeux, essaie de voir à l'intérieur, concentre-toi, tu regardes le centre. Et au bout d'un moment, je vois une brume. Comme un brouillard. Je vois comme une brume qui apparaît comme ça. Mais moi, c'est pas ce qu'on m'avait vendu dans les vidéos, YouTube.
Moi, on m'avait vendu des mecs qui voient le paradis, qui voient les galaxies. Nanana. Je vois ça, je me dis, c'est ça. Il me dit, tu avais un truc? Je dis, bah, je vois des brumes. Il me dit, ah, c'est ça, etc. Il me dit, ah, c'est ça, etc. Je dis, ok. Il me dit, eh ouais, maintenant, la lumière est dans ton cœur. Maintenant, à toi, plus tu feras des bonnes œuvres. Ibn Abbas, dans le hadith, il dit, la foi est une lumière qu'Allah dépose dans le cœur de son serviteur croyant, et elle augmente et diminue selon l'accomplissement d'œuvres pieuses. Plus tu vas être miséricordieux avec la misère, avec la création, plus tu vas être bien dans ton rapport à Dieu, plus tu vas faire des actes d'adoration, plus elle va grandir. Par contre, si tu fais rien et que tu ne suis pas ta béa, elle va diminuer. Il faut que tu la protèges, c'est un trésor. Je dis, ok, mais je suis hyper frustré. Alors, je dis, ouais, c'est pas ça qu'on m'a vendu à la base. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je sors, t'as qu'on sort avec Sidi Cher, puis il sort, je le suis, je viens, je me rassois avec vous. Tout à l'heure, tu l'as vu? Je dis, bah, je sais pas, franchement, j'ai vu un truc, je sais pas si c'est ça, etc., etc., etc. Le soir, Majmer, Hadra, le soir, je me dis, ah, frère, je vais pas ne pas la faire, je suis là, vas-y, de toute façon, je vais la faire, donc je la fais. Il faut la Hadra. Et après, il y a le milieu où on s'arrête, on fait le dhikr du Ism Allah. On s'arrête, c'est le chéri, on se le dhikr du Ism Allah. Je ferme les yeux, Allah, Allah. Et là, je commence à voir, mais en ultra HD, une étoile qui apparaît, qui explose. Je vois vraiment l'explosion en ultra HD. Je vois les grains de lumière qui s'éparpillent dans mon champ de vision, etc. Je commence à m'effondrer en larmes, à pleurer, à me dire, subhanallah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Allah il m'honore à ce point-là? Subhanallah. La hadra est finie. Cette mouchahada-là, je me rappellerai toute ma vie tellement elle était incroyable. En ultra HD, c'était du 4K, c'était incroyable. Et au milieu de la hadra, etc. Après, on est rentré en France. Et c'est le début c'est le début d'une autre histoire. C'est le début d'une autre histoire. Un deuxième, exactement. Un deuxième podcast, Inch'Allah, parce que là, on a fini l'heure qui nous est allouée. Exactement. Donc là, Ijazik. Et puis on fera ça. Je pense que ce serait intéressant d'en faire un autre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En vrai, on pourrait faire 10 heures de podcast. C'est que l'introduction. Là. Ouais, on pourrait en faire 10 heures, mais on va en faire d'autres, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses beaucoup d'idées reçues à casser. Les gens, ils ont beaucoup d'idées reçues. Moi, débunker. Moi, je vois sur mon TikTok, souvent, je reçois des messages de gens qui me disent, oui, la carcasse. Moi, la dernière fois, une fille qui m'a envoyé un message sur Instagram. Salam, je suis intéressé par la tariqa. Mais j'ai peur, j'ai entendu que le cher vous prenez votre argent et qu'il vous frappait. Quoi? Qui t'a dit ça? J'ai dit, écoute, elle m'a posé des questions. J'ai renvoyé vers une farqela. Je lui ai dit, va interroger cette farqela, etc. J'ai dit, mais là, ce que tu as dit, ça n'existe pas, ni l'un ni l'autre. Ni de prendre l'argent, ni de frappe. Alors là, tu as truc. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues à débunker. On le fera, Inch'Allah, dans un prochain épisode. Inch'Allah. Salam alaikum. Comme ça, rahmatullah.